Comment réussir à entreprendre au Cameroun quand on est de la diaspora? Tel est le thème de ce 52 minutes d'Afro-Entrepreneur sur UN Media qui reçoit aujourd'hui l'un des entrepreneurs camerounais et africains les plus suivis, également qui excelle sur la toile grâce au conseil sur les différentes opportunités d'investissement qu'on peut retrouver en Afrique et au Cameroun en particulier. Il est le promoteur d'Investir au pays. Philippe Simon est avec nous. Bonjour et bienvenue Philippe. Bonjour Romaric et merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie Philippe. Merci beaucoup d'être venu à UN Media pour cet entretien. L'une des préoccupations qu'ont les Africains aujourd'hui qui existent à l'étranger, c'est effectivement de savoir comment réussir à rentrer investir dans le continent d'origine ou alors dans le pays d'origine, parce que généralement ils sont confrontés à pas mal de problèmes et ils ont besoin de beaucoup d'astuces pour s'en sortir. Aujourd'hui, s'il fallait leur donner un conseil sur comment se déployer en Afrique quand on est porteur d'un projet et qu'on appartient à la diaspora, il serait lequel? Alors bien évidemment, il faut commencer par dire d'emblée de jeu que la problématique se pose parce qu'il y a une très mauvaise image du continent noir quand on est à l'étranger. On ne s'en rend peut-être pas compte quand on vit en Afrique, mais quand on vit à l'étranger, l'essentiel des choses que l'on reçoit du continent africain sont négatives. Ce qui fait par exemple que beaucoup d'enfants nés dans la diaspora ne sont jamais revenus en Afrique. Et même des personnes qui sont nées et ont grandi en Afrique, quand elles arrivent en Europe, ont du mal à revenir parce qu'il y a comme une certaine honte qui se crée. Parce que clairement, les médias en Occident, quand ils parlent de l'Afrique, tu n'as vraiment pas envie d'y aller. Et il se trouve que quand il s'agit de business, c'est la même chose. On présente l'Afrique comme étant le continent de la corruption, comme si la corruption était née ici. On présente le continent africain comme étant le continent dans lequel il n'y a que de la misère, alors qu'en réalité, tout entrepreneur sait que la difficulté est la base de l'enrichissement. Oui. Et de fait, des obstacles comme ceux-là font que psychologiquement, déjà, les gens sont bloqués dans leur tête. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ces clichés, est-ce que ces clichés ne sont pas vrais? C'est vrai quand même sur le continent. Quoi, qu'il y a de la misère, la corruption et autres. Qu'il y a de la corruption, bien sûr qu'il y a de la corruption en Afrique, mais il y a plus de corruption en Europe. Le problème de la corruption en Afrique, c'est qu'elle est généralisée. C'est-à-dire qu'on corrompt de la tête jusqu'aux pieds, alors qu'en Europe, elle est effectivement beaucoup plus diluée à certaines instances. Mais quand on remonte dans les instances, on corrompt énormément. C'est juste que c'est fait intelligemment et parfois même avec le système. Mais le système occidental est vraiment corrompu. Et s'il fallait donc donner un conseil à ces gens qui souhaitent revenir investir au Cameroun, dans les différents secteurs d'activité, quel serait le conseil de prime abord? C'est-à-dire quand vous êtes peut-être porteur d'une idée ou d'un projet, qu'est-ce qu'il faut faire prioritairement? Prioritairement, il faut y croire, parce que tout part de là en fait. La première chose qu'il faut que les entrepreneurs qui veulent se lancer en Afrique, d'après moi, doivent clairement avoir en conscience, c'est que c'est possible. Et ce, indépendamment des obstacles qu'on va rencontrer. Parce qu'en fait, chaque entrepreneur dans son parcours rencontre des obstacles différents. Mais la volonté et la force de conviction qui consiste à croire que c'est possible est l'élément qui va permettre que peu importe les obstacles, et on va peut-être en parler davantage, naturellement, on va les surmonter. Oui. Que ce soit des obstacles de corruption, on va les surmonter. Je ne compte pas le nombre de bacs chiches qu'on me demande chaque jour ici. Je ne compte pas, même dans l'administration, il faut le dire. Quand tu veux un document, on te demande de payer de l'argent. Et pourtant, tu dois l'avoir gratuitement. Donc, il y a des obstacles comme ceux-là qui existent, mais quelqu'un qui veut se lancer ici doit surtout regarder le gain. Parce qu'en fait, il faut bien juste prendre conscience de ça, Romaric. Oui. Chacun d'entre nous est balancé entre deux choses. La volonté de faire une chose et la volonté de faire une chose contraire. C'est ça. Si tu es en relation, tu veux être fidèle, mais de temps en temps, tu peux avoir des pensées d'infidélité. Et fondamentalement, quand on pose un acte, c'est parce qu'il y a une des deux volontés qui a pris le dessus. C'est-à-dire que quand un homme est par exemple infidèle, c'est parce que sa volonté d'être infidèle a été au-dessus de sa volonté d'être fidèle. Et donc c'est le même principe en fait avec le business et les obstacles. On va en rencontrer. Mais si ta volonté de réussir est très forte, elle sera toujours supérieure aux obstacles qui vont se présenter. Et pour ça, il faut que les entrepreneurs africains voient au-delà de la difficulté. Il faut qu'ils puissent juste considérer que l'Europe aujourd'hui est un endroit dans lequel il n'y a plus grand-chose à construire. L'Europe est construite. L'Afrique, tout est à faire. Un ami me demande souvent, on m'avait demandé une fois à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué, quel est le secteur dans lequel il faut se lancer pour investir en Afrique? Parce que je pense que tu vas me poser cette question. Naturellement, ça viendra. Ça viendra. Mais l'une des réponses, et on pourra entrer dans le détail, parce que les secteurs ne se valent pas, mais l'une des réponses que j'avais données et qui me semble était pertinente, c'est de dire que peu importe le secteur dans lequel tu te lances en Afrique, si tu le fais bien, ça va marcher. Parce que vous en êtes confiant? Absolument confiant. Parce que même quand il y a des acteurs qui sont déjà dans le domaine, malheureusement, la médiocrité règne. Mais aujourd'hui, il y a un véritable problème qui se pose et c'est un problème généralisé dans la diaspora.
tous ceux qui vivent à l'étranger posent le même problème quand il faut revenir investir au Cameroun, c'est la question de la confiance. Comment réussir à avoir la confiance de ceux qu'on laisse ici au pays pour suivre les activités? Que doivent faire ces gens de la diaspora? Est-ce que c'est simplement d'envoyer de l'argent comme ils ont l'habitude de faire pour mettre sur pied certains projets? Ou alors eux-mêmes doivent utiliser une technique de sacrifice ultime pour descendre et suivre leurs activités de manière constante? La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'ils doivent arrêter d'envoyer l'argent à leur père et à leur mère pour faire du business pour eux. C'est cru quand même. C'est l'une des décisions les plus stupides qu'ils puissent prendre. Je vais expliquer une chose toute simple. Quelqu'un de la diaspora, il ne faut pas confondre, pardon, il faut pas comprendre l'amour, le sentiment que j'ai pour quelqu'un, une compétence. Je t'aime bien, tu es gentil, Romaric, mais je ne te donnerai jamais de l'argent pour construire un immeuble. Tu n'es pas ingénieur en génie civil. Et c'est cette froideur qu'il faut que l'entrepreneur garde. Mon père, je l'aime bien, ma mère, je l'aime bien, mais elle ne sait pas construire une maison. Les gens de la diaspora prennent des millions, ils envoient à leurs parents pour que leurs parents construisent des maisons, quand ceux-ci n'ont même pas construit pour eux-mêmes une chambre. Comment toi-même tu deviens un piège pour ton parent? Tu lui donnes de l'argent pour qu'il fasse pour toi quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Ce n'est pas son boulot de construire. Et en fait, fondamentalement, dans la diaspora, personne ne ferait ça. Personne ne peut aller en Europe donner de l'argent à un papa pour qu'il construise si ce papa n'est pas ingénieur en génie civil. Et donc, en fait, le sentiment affectif fait que beaucoup de personnes en Europe font des erreurs qu'ils n'auraient jamais faites s'ils transposaient ça en Europe. Ton père, c'est ton père, ta mère, c'est ta mère, ton frère, c'est ton frère. Mais tout le monde n'a pas cette capacité de froideur. Quitte l'entrepreneuriat. On ne s'amuse pas là-dedans. Hein. L'entrepreneuriat, c'est une guerre, c'est un combat. Si tu n'es pas prêt à combattre et que tu es prêt à dispatcher de l'argent parce que tu aimes les gens, tu vas te ruiner complètement. Et c'est l'histoire triste de beaucoup de personnes de la diaspora qui passent leur temps à décourager les autres en racontant comment eux, ils ont échoué. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on apprend à réussir auprès des gens qui ont réussi et on apprend à échouer auprès des gens qui ont échoué. Mais est-ce que l'un des problèmes fondamentaux de cette volonté d'investir au Cameroun, de rentrer entreprendre au Cameroun, et l'échec que beaucoup de Camerounais de la diaspora enregistrent, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas pris du temps pour bien penser leur projet en rapport avec le contexte qui est celui du Cameroun, afin de revenir s'asseoir et suivre ce projet à la lettre et naturellement éviter de tomber dans le piège de la familiarité qui peut entraîner dans une certaine confiance aveugle et ensuite être arnaqué. Le problème de base de beaucoup d'entrepreneurs dans la diaspora, mais même au pays, c'est que les gens ne se forment pas. Beaucoup de gens pensaient que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose d'intuitif. C'est-à-dire que on se dit, oh, je me plante un noyau de mangue et j'ai un manguier. Voilà. Donc, les gens ont pensé que se lancer dans le business, c'était intuitif. Or, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est plus compliqué que la chirurgie. Tu n'auras jamais l'idée, moi, je n'irai jamais donner mon corps pour être opéré par quelqu'un qui n'est pas formé en chirurgie. Qui ne connaît pas arrêter un bistouri. Et pourtant, c'est ce que les gens font en entrepreneuriat. Tu ne t'es jamais formé, tu ne sais rien de l'entrepreneuriat et tu te lèves, tu dis que tu vas aller mettre ton argent là-dedans. Tu vas le perdre. Mais comment trouver de bonnes personnes pour donner de bons conseils et pour conduire à de bons projets? Justement, si tu remarques bien, Investir au pays est devenu une société parce qu'on est parti du constat qu'il y avait un vrai problème au niveau de la formation des entrepreneurs. Oui. Et l'une des choses que l'on fait, au-delà de nos vidéos qui sont des formations et des conseils gratuits, c'est qu'on a des formations beaucoup plus structurées dans lesquelles justement on prend des gens comme toi qui s'intéressent à un domaine bien précis et on leur donne les outils nécessaires de A à Z pour pouvoir leur donner le maximum de chances de réussir. Parce qu'en fait, la formation est la base de tout bon entrepreneur. Je continue de me former énormément chaque année parce que je suis conscient que mon succès dépend de ma formation. Et de ta capacité à te réactualiser aussi. Alors, revenons à votre cas, Philippe. Vous êtes dans la diaspora parce que vous faites des allées et venues. Vous travaillez là-bas et vous avez décidé d'entrer dans l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi n'avoir pas décidé de maintenir le statut d'employé, d'envoyer de l'argent au pays pour réaliser un certain nombre de choses? Pourquoi avoir décidé d'entrer dans l'entrepreneuriat alors que votre condition sociale et professionnelle dans la diaspora était certainement souhaitée par tous? Alors, il faut préciser, moi je gagnais très bien ma vie quand j'étais salarié. Vraiment beaucoup plus que la majorité des gens. À la base, je suis ingénieur industriel. Je suis parti du Cameroun avec mon bac +2. Je suis allé faire mon cycle d'ingénieur industriel en France. Et à la suite de mon cycle d'ingénieur, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'énergie. J'ai fait dans beaucoup de boîtes dans l'énergie. J'ai travaillé chez EDF, Areva, dans le nucléaire et autres. Et donc, je suis monté petit à petit en revenu. J'ai commencé avec 2 000 €, salaire de base de beaucoup d'ingénieurs. Mais 4 ans après, je touchais 3 600 €. Et ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais me mettre à mon propre compte et créer mon business. Donc, j'ai décidé de démissionner de ma boîte et de devenir consultant indépendant. Et rien qu'avec ce switch-là, je suis passé de 3 600 à plus de 10 000 € tous les mois.
Et donc, à partir de là, je gagnais confortablement ma vie. En Europe ou en Afrique? En Europe. Je travaillais en Europe. Je travaillais pour arriver à ce moment-là et ensuite, Oui. j'ai basculé chez EDF. Et pourtant, à un moment donné, l'amour et la passion pour l'Afrique ont fait que je quitte ce super boulot, effectivement, qui rapportait très bien, pour me lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi je fais ça? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est à cause de ta vision. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que vous n'avez pas paniqué à un moment? Moi, non, parce que je n'ai pas fait les choses brusquement. Et c'est ce que je conseille aux gens. Ne lâche pas tout ce que tu as à en faire pour venir investir en Afrique du jour au lendemain. Prépare ton retour. Oui. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas venu en Afrique depuis longtemps, je conseillerais à cette personne de commencer par venir 1, 2, 3 fois dans l'année pour se réapproprier la mentalité locale. Parce que beaucoup de gens dans la diaspora qui sont partis depuis quelques années ne réalisent pas à quel point ils se sont occidentalisés. Et donc, ils croient que l'Afrique, c'est celle qu'ils avaient dans leur tête il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. L'Afrique bouge, les choses sont dynamiques ici. Et donc, de fait, il faut revenir et se réapproprier le pays. Et puis, une des erreurs que beaucoup de gens font dans la diaspora, c'est de croire qu'ils connaissent mieux que les gens sur place. C'est de penser que parce qu'ils ont été en Europe, ils savent mieux que les autres. Et donc, quand ils vont venir en Afrique, ils vont venir dire aux gens, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Alors que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu dois venir de manière humble, comprendre comment le système marche et voir où tu peux améliorer quelque chose humblement. Si tu viens avec la position de c'est moi qui sais, je vais vous dire ce qu'il faut faire, tu vas te fracasser complètement. Parce que les gens ne vont pas te suivre et ton leadership ne va pas marcher. Et dans votre cas de figure, quand vous décidez de revenir investir, vous entrez dans quel secteur d'activité et pourquoi le choix de ce secteur d'activité? Je commence comme beaucoup de personnes dans le secteur des terrains. Oui. Parce que je pars du principe L'achat que et la revente des terrains. l'achat et la revente des terrains. Oui. D'abord l'achat, la revente dans un second temps. Mais naïvement, je pense que c'est un secteur facile. J'ai perdu aujourd'hui plus de 60 millions dans les terrains. J'ai acheté des terrains à des gens qui ne m'ont jamais donné un mètre carré. Et plusieurs fois, je me suis fait rouler dans la farine. Parce que, comme je disais au début, Oui. rien n'est intuitif. Et il y a des requins qui sont là, prêts à vous dévorer. Donc il faut avoir conscience de ça. Il y a des opportunités, mais il y a des obstacles. Et l'un des obstacles, c'est la volonté de beaucoup de gens localement de s'enrichir rapidement. Et comme les gens veulent s'enrichir rapidement, ils sont prêts à tricher facilement. Et donc, de fait, il faut être vraiment prudent. Donc, j'ai commencé par les terrains. Oui. Et en achetant des terrains de ville, je suis tombé sur une très bonne opportunité de terrain agricole. Et voilà comment est-ce que je suis entré dans l'agriculture en réalité. Et avec ce terrain-là, j'ai commencé par 3 hectares. Et la famille qui m'a vendu les 3 hectares m'a vendu à plus 6, après 10, ainsi de suite. Donc, j'ai agrandi mon exploitation. Et voilà comment j'ai commencé dans l'agriculture. Mais pour te dire en toute transparence, mes premières récoltes, ça a été catastrophique. J'ai recruté un ingénieur qui était supposé être le plus grand des ingénieurs camerounais. Tu sais que les Camerounais savent se vendre. Naturellement. Il était supposé être le meilleur ingénieur camerounais. Et ce monsieur n'a pas été capable de me faire de la banane plantain ou même du maïs. Sur ton terrain. Sur mon terrain, des cultures faciles. Et voilà comment est-ce que des milliers d'euros ont été perdus. Et qui, en réalité, aurait suffi à décourager beaucoup de personnes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure au début, quand je me lance dans quelque chose, c'est parce que j'ai vu quelque chose auquel je crois et j'y vais jusqu'au bout. Et donc, les premières pertes m'ont appris justement que quand on veut se lancer en agriculture, il ne faut jamais commencer grand. Eh bien, décidément, quel est donc le bon créneau? Quel est le bon filon pour entrer investir au Cameroun? Aujourd'hui, vous êtes sur place, vous voyez comment ça se passe, vous flirtez avec un certain nombre de domaines d'activité sur le plan entrepreneurial, vous avez diversifié vos activités, vous également, vous n'êtes pas resté simplement dans l'achat et la vente des terrains, vous êtes dans l'agriculture, dans la communication et bien d'autres. S'il fallait aujourd'hui investir au Cameroun, quel est le meilleur secteur d'activité? Romaric, ma réponse va te décevoir parce que, en fait, tu vois, ce type de questions, c'est des questions qu'on pose quand on attend une formule magique. C'est-à-dire, les gens pensent qu'il y a un secteur qui, si j'y vais, je vais réussir. C'est faux. Même les beignets haricots au quartier. Il n'y a pas un seul secteur qui suffit juste d'aller dans ce secteur pour réussir. En réalité, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut soi-même devenir un type de personne. L'entrepreneuriat, c'est comme la perte de poids. Quand quelqu'un veut perdre du poids, il commence à faire attention à ce qu'il mange, Oui. à faire du sport. Mais au moment où il commence à faire ces choses, le premier jour, son poids n'a pas changé. Il va le faire pendant un certain nombre de temps. C'est progressivement. Avant de commencer à avoir des résultats. C'est pareil avec l'entrepreneuriat. Ça s'apprend. Donc en fait, il faut réaliser que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que moi, je change. Il faut que je réfléchisse comme un entrepreneur et que j'ai les outils de l'entrepreneur. Une fois que j'ai réfléchi comme un entrepreneur et que j'ai les outils de l'entrepreneur, à ce moment-là, je vais voir dans un pays quelles sont les opportunités. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vu que je sais analyser un marché, je sais quel est le bon secteur. Pour ce qui est de l'Afrique, il y a encore beaucoup de secteurs très porteurs. L'immobilier, par exemple, au Cameroun est un secteur encore très porteur. Il ne faut pas oublier que la population dans nos pays, sur ce continent, va doubler dans les 30 prochaines années. Ça veut dire que si Dieu nous prête vie, on va y assister ensemble. C'est exceptionnel. Mais qu'est-ce que ça entraîne?
cette population sera soit une bombe à retardement, soit une opportunité. Mais pour qu'elle soit une opportunité, il faudrait donc que des gens comme vous et moi préparions la croissance. Où est-ce que ces personnes vont habiter? Donc, il y a des choses à faire dans le domaine du logement. Qu'est-ce que ces personnes vont manger? Oui. Il y a des choses à faire dans l'agribusiness. Où est-ce que ces personnes vont se soigner? Il y a des choses à faire dans le domaine de la santé. Comment est-ce que ces personnes vont être éduquées? Il y a des choses à faire dans le domaine de l'éducation. Voilà déjà 4 secteurs de base qui découlent simplement de la croissance de nos populations. Alors, une autre préoccupation qui taraude l'esprit des entrepreneurs camerounais qui sont dans la diaspora et qui ont réussi à rentrer, s'implanter au pays, c'est surtout la question de la gestion des ressources humaines. Parce que généralement, ces entrepreneurs ont toujours un pied à l'étranger parce qu'ils repartent toujours avant de revenir poursuivre les activités. Mais l'un des problèmes majeurs également aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un personnel fiable avec lequel il peut travailler sans être arnaqué ou alors avec des procédures qui sont bien suivies. Aujourd'hui, par exemple, on a un cas patent qui est très précis avec vous, où vous avez eu un différend avec votre employé. Quand on vient de la diaspora, pourquoi à chaque fois on a tendance à vouloir se faire arnaquer par ceux qui sont sur le plan local? Pourquoi cette mentalité? Parce que localement, les gens pensent qu'en Europe, les gens ont de l'argent. En réalité, quand on vient de la diaspora, et malheureusement, c'est aussi quelque part la faute de la diaspora. Moi, j'appelle ça la diaspora inconsciente. Les gens qui viennent en Afrique passent leur soirée avec des femmes en boîte de nuit à casser des bouteilles de champagne, communiquent l'idée que quand on est là-bas, il y a des arbres. On appelle ça des arbres à argent. On vient, on cueille l'argent. Donc du coup, les gens ici pensent que quand tu es de la diaspora, ah, tu as l'argent, dis donc. Donc du coup, on peut se permettre d'avoir vis-à-vis de la personne qui vient de l'étranger des attitudes qu'on n'aurait jamais avec quelqu'un de local. Et ça aussi, c'est parce que la diaspora a donné cette image d'être quelqu'un qui est très liquide. Donc la diaspora doit corriger ça. Voilà pourquoi quand on vient en Afrique en tant que diaspora, moi je suis contre les gens qui viennent en Afrique pour frimer. Je suis contre les gens qui viennent en Afrique pour donner l'impression d'un train de vie qui n'est pas le leur en Europe. Parce que c'est ça qui fait aussi que les jeunes sont prêts à mourir dans la Méditerranée parce qu'ils croient que là-bas c'est le paradis. Et donc la diaspora est responsable de ça. Par contre, la diaspora, quand elle vient sur place, doit justement montrer aux frères sur place qu'on est pareil. J'ai peut-être eu l'opportunité d'aller de l'autre côté, mais je reste votre frère. Et je suis quelqu'un d'accessible. Et donc, de fait, à partir de là, je travaille avec vous. Moi, quand tu viens avec moi dans ma ferme, si on te dit que c'est moi le chef, tu ne peux pas savoir que c'est moi le chef de cette exploitation. Parce que quand j'y vais, je m'habille comme tout le monde, je travaille comme tout le monde, je mets la main à la pâte comme tout le monde. Et une fois, l'une des épouses d'un de mes gars avait dit clairement que l'une des raisons pour lesquelles les gens m'apprécient énormément, c'est parce qu'on ne peut pas savoir que je viens d'Europe. Votre simplicité. Il faut être simple. Il faut être simple. Et on est dans un continent dans lequel les gens n'ont pas assez de moyens. Il faut pouvoir vivre humblement avec les gens qui sont autour de nous. Même si on a un train de vie princier en Europe, garde-le là-bas et quand tu viens auprès de tes frères qui sont dans la galère, trouve un moyen plutôt de les relever, plutôt que de leur montrer que tu es meilleur. Ça, c'est un peu dans notre communauté. C'est-à-dire que quand quelqu'un réussit, plutôt que de montrer aux autres comment réussir, il vient pour faire le show-off. C'est-à-dire, par exemple, le gars qui a un peu réussi, il revient au quartier avec la belle voiture. Pour que les gens voient que non, le gars... Il prend sa revanche sur la vie. Il prend sa revanche sur la vie. Oui. Au lieu de montrer aux gens, en fait, voilà le chemin que j'ai pris pour sortir. Vous aussi, prenez ça. Et on va tous sortir. Non. Il faut que je sois le seul qui ait réussi. Comme ça, les autres sont à ma merci. Et ils peuvent venir me demander 1000 francs, 10 000, 50 000. Et je maintiens sur eux un rapport de domination. Je combat ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez conseiller à tous les Camerounais qui sont dans la diaspora de rentrer investir systématiquement? Non, parce que le Cameroun a toujours besoin d'avoir une diaspora. Il est important que le Cameroun garde une diaspora. Il n'y a pas un pays qui ne doit pas avoir de diaspora. Oui. Donc, une partie de nous doit rester. Mais une grande partie doit revenir. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de nous ne se plaît pas en Europe. Une grande partie de nous est victime de racisme en Europe. C'est votre cas? Non, pas du tout. Moi, je n'étais pas victime de racisme particulièrement. Moi, j'aime l'Afrique. Je ne suis pas venu ici parce que je fuyais l'Europe. Parce que j'aime profondément l'Afrique. Mes racines sont ici, ma vie est ici. Je me sens à l'aise ici comme nulle part. Donc, du coup, je ne me vois pas vieillir ailleurs. Je ne vois pas mes enfants. Je me vois ici. Et donc, de fait, je considère que ma vie en Europe était une parenthèse dans laquelle je devais aller me former et accumuler de l'argent pour revenir maintenant contribuer à ma manière à faire que les choses avancent. Alors, ici. il y en a qui pensent et qui estiment que vous vendez du vent à travers vos vidéos, parce que lorsqu'on parcourt certains commentaires, certaines réactions, il y en a qui estiment que vous êtes un bluffeur, que vous dites beaucoup de choses que vous ne réalisez pas. Si on entrait dans le chapitre des réalisations réelles et concrètes sur le terrain de Philippe Simon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme activité? Alors, globalement, en fonction du secteur,
Il faut préciser qu'Investir au pays a aujourd'hui 3 grosses sociétés. Une en France, qui est la maison mère, une au Cameroun et une en Côte d'Ivoire, qui existent déjà d'existence légale. On est en train de travailler sur Investir au pays Sénégal. Oui. Au Cameroun, par exemple, on a... Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Allez-y. Ma philosophie à moi n'est pas de... Déjà, je trouve que je montre beaucoup, n'est pas d'impressionner les gens. Parce qu'en réalité, on sait très bien comment fonctionne la toile. Avec quelques années, je commence à comprendre comment va Internet. Les gens ont juste besoin de savoir ce que tu fais, sans que ça ne les pousse à agir. Exact. Mon objectif, c'est que les gens agissent. Et quand je pense que ce que je fais peut vraiment pousser quelqu'un à agir, je le montre. Alors aujourd'hui, on a une exploitation agricole, dans laquelle j'ai fait plusieurs vidéos, qui aujourd'hui est un pôle dans lequel on fait de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, mais aussi de la formation, parce qu'on a créé un centre de formation pour former au métier agricole là-dedans. Oui. Qu'on veut aussi, et la prochaine étape, c'est de faire de cet endroit un pôle touristique. Parce qu'on veut que les gens viennent et puissent aller passer un week-end à la ferme, mais avec tout ce qui va bien, restaurant, piscine, en faire vraiment un vrai lieu de tourisme pour les week-ends. J'espère que vous viendrez avec toute votre équipe. Naturellement. Donc on a cette grosse activité-là, mais pour avoir un cycle complet, on a créé aujourd'hui une provenderie qui permet de pouvoir alimenter notre ferme en nourriture, mais aussi de vendre aux autres. Et en parallèle de ça, on est en train de créer en ce moment nos usines de transformation. Parce que justement, le but, c'est ça en fait, c'est d'avoir un cycle complet. On produit, on transforme et on vend. On a notre boutique à Bali, qui est visible en face de la Sonnelle Koumassi, dans laquelle on écoule nos produits. Donc on a cette première chaîne complète qu'on a créée, dans laquelle on produit, on transforme et on vend. Ça, c'est la première chose. Dans le deuxième domaine, on est dans l'immobilier. On construit. Et à ce stade-là, on construit pour beaucoup de personnes. Notre plus gros chantier en ce moment, c'est 2 immeubles R+5 qu'on est en train de construire. On est à côté de la présidence, qu'on montera au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Donc on a aussi un département construction. On construit pour nos besoins personnels, mais beaucoup plus en Côte d'Ivoire. On est en train de construire notre base, notre siège en Côte d'Ivoire. À Abidjan? À Abidjan, parfaitement, aux 2 plateaux. On est en train de construire notre siège à Abidjan, d'Investir au pays là-bas. Et donc, on est aussi dans le domaine... on a d'autres activités sur lesquelles on ne communique pas. Nous allons en parler tout à l'heure. On va continuer. Je propose qu'on marque une pause pour accueillir Raphaël Chegué dans la séquence. Et si cela vous arrivait, que feriez-vous? Je sais que des épreuves, vous en avez traversé et que peut-être vous allez en traverser davantage, mais vous avez des astuces pour vous relever. Voici une séquence consacrée aux entrepreneurs qui ont fait échec ou alors qui ont eu des difficultés dans leur domaine d'activité. Comment ont-ils fait pour arriver là? Et si cela vous arrivait à vous aussi, Philippe Simon, qu'auriez-vous fait? On en parle dans quelques instants. Raphaël Chegué, bonsoir. Bonsoir Romaric. Merci d'être là. Merci. Et si cela vous arrivait, que feriez-vous? C'est un exercice auquel vous allez c'est un exercice auquel vous allez faire face aujourd'hui à M. Simon Philippe, qui est notre invité. Effectivement, on va parler de la chute de l'empire Kodak. Je suppose que vous avez déjà certainement entendu parler de Kodak. Bien sûr. Bah voilà. Alors, il faut dire que Kodak aujourd'hui se retrouve carrément hors jeu par une petite bêtise entrepreneuriale. Moi, je vais l'appeler comme ça. Je suis pas entrepreneur comme vous, donc du coup, le vocabulaire n'est pas aussi fourni. Alors, l'histoire de Kodak en fait débute en 1881 avec George Eastman. Donc, l'entreprise démarre avec un chiffre d'affaires dans les 25 millions de dollars. Et donc, sur le marché, pendant 134 ans, Kodak reste leader. Donc, il n'y a pas de concurrent possible. Et donc, au fur et à mesure, les succès s'enchaînent. En 1960, Kodak se trouve avec un personnel de 80 000 salariés et donc réalise l'exploit de traverser les 1 milliard de chiffre d'affaires. Le succès, c'est la bonne vie, c'est les beaux jours. En 1975, Kodak donc, met sur le marché le tout premier appareil photo numérique. Malheureusement, c'est cet appareil qui va causer sa perte parce que son concurrent Fujifilm, le japonais Fujifilm, justement, va récupérer l'appareil et donc sophistiquer davantage et mieux exploiter que Kodak et remettre sur le marché 37 ans plus tard. Donc, à partir de 1975, Kodak commence à faire une descente aux enfers. C'est des échecs. Kodak n'est plus accepté sur le marché parce qu'avec son concurrent Fujifilm, c'est de nouvelles perspectives, surtout dans le numérique. Donc, Kodak se trouve donc obligé de licencier au fur et à mesure son personnel, partant de 80 000 personnes pour finalement 10 personnes seulement, et avec une perte financière extrêmement lourde. En janvier 2012, n'ayant plus le choix,
donc Georges Eastman, décide de fermer les portes. Voilà une entreprise qui est partie d'un succès phénoménal, près de 134 ans de règne, et qui, avec une petite bêtise, ayant refusé en quelque sorte de s'adapter à son temps, a fermé les portes. Vous qui êtes en train d'aller pratiquement en succès aujourd'hui, si la situation vous arrivait, si on inversait les rôles, supposons aujourd'hui que vous êtes Georges Eastman et que la situation vous arrive, comment est-ce que vous allez réagir? Alors, le cas de Kodak est un cas d'école, en réalité, mais c'est aussi le cas de tous les empires dans le domaine du business qui se sont éteints. Ce qui s'est passé avec Kodak, on va en parler dans les détails, c'est ce qui arrive à tous les entrepreneurs quand ils arrivent à un stade de succès. C'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'avoir du succès, c'est facile. C'est se maintenir qui est difficile. Kodak avait oublié pourquoi ils étaient devenus leaders. Et ce qui est arrivé à Kodak, si vous regardez bien, on peut le regarder dans le domaine de la téléphonie mobile. Oui. Vous vous rappelez de cela, il y a de cela quelques années, qui étaient les grands opérateurs de téléphonie mobile? Effectivement, effectivement. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Motorola et tous les autres ont complètement disparu. Pourquoi? Parce que toutes ces sociétés-là avaient simplement oublié ce qui avait fait qu'elles deviennent numéro 1. Et qu'est-ce qui a fait qu'elles deviennent numéro 1? C'était l'innovation. En entrepreneuriat, le jour que vous arrêtez d'innover, vous venez de signer votre contrat de mort. Ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais le jour que vous n'êtes plus à la pointe de l'innovation, vous êtes mort. Parce qu'un autre va jaillir de nulle part. Et donc, le meilleur secret pour rester toujours au top, c'est faire ce que des boîtes comme Apple ont compris. Toujours être à la pointe de l'innovation dans son domaine. Vous savez comment Apple fait ça? En faisant un téléphone tous les ans. Qu'est-ce que ça impose de faire un téléphone tous les ans? Ça impose que ton personnel est toujours en train de se challenger pour le prochain qui sort. Effectivement. Aussi simple que ça. Ceux qui n'étaient pas dans cette logique-là, c'était le cas de Kodak, c'est le cas de Motorola et autres, ont oublié qu'ils avaient pris de la lumière parce qu'ils étaient bien avec une innovation. On se rappelle tous des BlackBerry. Je parle de moteurs je parle des BlackBerry plutôt. Vous vous rappelez des BlackBerry BM avec des claviers? Effectivement, oui, oui. Quand ce BlackBerry est sorti, professionnel, mais il a tué complètement le marché. Tout le monde voulait son BM parce que c'était comme un outil professionnel. Mais qu'est-ce qu'ils avaient amené? Ils avaient juste amené dans le téléphone un clavier qui permettait que le téléphone ne soit plus juste pour des appels, mais qui devienne un outil qui permet de pouvoir communiquer de répondre aux mails professionnels. Et donc, du coup, ils ont créé quelque chose. Et fondamentalement, c'est le cœur de l'entrepreneuriat en réalité. C'est que quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, l'une des choses qu'on vous dit, c'est quelle va être votre valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est ce que vous allez faire de mieux, de plus que tout ce qui existe déjà sur le marché. Ok. Monsieur Simo, puisqu'on parle des échecs, est-ce que vous avez déjà rencontré des échecs? Ça, j'en suis certain. Et concrètement parlant, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir la tête de l'eau? Beaucoup de gens voient investir au pays aujourd'hui, voient 400 000 abonnés, 500 000 abonnés, parce qu'on a pratiquement 1 million d'abonnés entre Facebook et YouTube. Effectivement. Les gens parlent beaucoup de Facebook, mais en fait, on a plus d'abonnés sur... On parle beaucoup de YouTube, mais on a plus d'abonnés sur Facebook que YouTube. Hein. Oui. Mais ce que très peu de personnes savent, c'est que ce n'était pas ma première chaîne YouTube. Ok. Très peu de personnes savent que j'ai créé une chaîne YouTube en 2012 qui s'appelait Manger, Bouger, Maigrir, dans laquelle je parlais du sport et de la condition physique, et qui a été un flop total. Mais très peu de personnes savent ça. Et de cette expérience, j'ai énormément appris. J'ai énormément appris. Et donc, quand je suis revenu pas mal d'années plus tard avec un nouveau concept, j'étais beaucoup plus aguerri. J'avais compris où est-ce que j'avais échoué, comment il ne fallait surtout pas réfléchir quand on veut faire une chaîne, quelles étaient les failles qu'il y avait dans mon audience et où est-ce que je pouvais réellement régner en maître. Donc, avant de me lancer, j'avais une analyse qui me laissait penser que j'étais bien parti pour entrer dans un domaine dans lequel je pouvais vraiment créer une boîte qui allait être la supra forte dans son domaine. Parce qu'en réalité, en business, on dit que quand tu crées une boîte, si tu vas dans un domaine dans lequel tu ne peux pas être le premier, ça ne sert à rien. Ok, vous parliez tout à l'heure de la valeur de l'humilité. Oui. Si vous arrivez de perdre tout ce que vous avez aujourd'hui, accepteriez-vous de recommencer comme employé chez quelqu'un? Alors non, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'humilité. Ce n'est pas une question d'humilité. Et s'il le faut à un moment donné, c'est-à-dire si les circonstances de la vie me poussent à travailler chez quelqu'un pour avoir un job et nourrir ma famille, je vais le faire. Bien sûr que oui. Et d'ailleurs, je profite pour ce point-là pour parler à la diaspora aussi. Parce que beaucoup de gens de la diaspora ont un orgueil mal placé. Ils pensent que parce qu'il a un bac plus 5, il ne peut pas venir au pays et faire un certain type de métier. Pour qui tu te prends? Dans la vie, il faut savoir reconnaître les phases dans lesquelles on passe. Et si la phase dans laquelle tu es maintenant, c'est une phase dans laquelle il faut que tu t'humilies pour faire un certain travail, fais-le. J'ai beaucoup de mal avec des hommes, par exemple, qui restent à la maison parce qu'ils cherchent à avoir un boulot d'après leur diplôme et leurs enfants les regardent tous les matins. Parce qu'il est en train de chercher le boulot d'après son diplôme. Alors qu'il peut déjà faire quelque chose en attendant
et continuer de chercher quand même ce qui est peut-être à son niveau. Donc non, d'après les circonstances de la vie, il faut pouvoir s'humilier. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Je dis juste que non, parce que avec ce que j'ai appris et mon expertise et mon expérience aujourd'hui, je sais que même si on me retirait tout, de zéro, je peux repartir. Parce que, en fait, la valeur la plus importante que j'ai acquis avec les années, c'est ce qu'il y a dans ma tête. D'accord. Ce n'est pas ce qu'il y a dans mon compte en banque. Alors, pour sortir de cet entretien, quel est le conseil, un seul, que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui? Formez-vous. Soyez obsédés par la formation. Soyez obsédés. Et puis, si je peux rajouter quelque chose à ça, c'est viser l'excellence. Je suis très déçu de beaucoup d'entrepreneurs africains parce que quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'entrepreneurs africains veulent faire de l'entrepreneuriat pour manger. Nous, on veut changer le monde. Quand un Américain fait du business, il pense à changer le monde. Quand un Africain fait du business, il pense à manger, à coller une petite et à avoir un petit appartement dans un petit quartier. On doit se mettre au niveau international. Moi, quand je fais du business, quand je fais ma chaîne YouTube, quand je forme des gens, c'est pour qu'on soit au niveau international. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on doit se comparer aux Américains. Donc moi, je ne bataille pas avec quelqu'un au Cameroun. Je ne bataille pas avec quelqu'un en Afrique. Je bataille avec des Américains parce que c'est là-bas le top niveau. Il faut que les Africains se disent, c'est là qu'on doit être. D'accord, merci. Merci également Raphaël Cheguet, merci Monsieur Simon Philippe. J'imagine, il y a une question qui m'a fortement intrigué. J'imagine Monsieur Simon en train de bosser pour quelqu'un après avoir tout perdu. Non, je ne m'imagine pas ça, non. C'est pas possible, ça ne peut pas arriver. C'est tout le mal qu'on vous souhaite dans tous les cas, de pouvoir prospérer, évoluer dans vos activités. Merci. Et continuer de construire ce que vous avez déjà commencé avec beaucoup de tact. Je propose qu'on marque une pause pour accueillir la lumière qui nous illumine chaque semaine sur ce plateau. Voici Laetitia Tsamo dans le Jardin Secret. Merci de nous retrouver pour cette troisième partie d'Afro-Entrepreneur, votre talk show de 52 minutes sur UN Media, qui passe en revue la vie d'un entrepreneur africain en rapport avec une thématique que nous développons dans le cadre de chacune de nos émissions. Et aujourd'hui, nous recevons Philippe Simon, le promoteur d'Investir au pays, qui est tout de suite et maintenant face à Laetitia Tsamo. Bonsoir Letty. Bonsoir, merci Denda. Merci. Alors avec vous, on parcourt le jardin secret de notre invité. Tout à fait. Je vous le laisse pour une dizaine de minutes. Ok, allez, merci à vous, Monsieur Philippe, de nous avoir rejoints dans ce cadre UN Media. Merci de l'invitation. Alors, Monsieur Simon, si on vous demandait de réécrire votre passé, quelle est la chose que vous changeriez en priorité? Dans quel domaine? Donc, depuis le début, depuis petit jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demandait? Si aujourd'hui on vous demande de réécrire votre passé, qu'est-ce que vous pourriez changer en priorité? Oh, je pense que en tant que gamin, adolescent, j'ai quand même fait pas mal de bêtises. J'étais un enfant très turbulent. Vraiment très turbulent. Quand j'étais petit, on avait dit à ma mère que ton fils ne va pas atteindre 30 ans. Lui, c'est un gars qui est fait pour Kondengui. Wow. Ouais, parce que je me rappelle en fait quand j'étais tout petit, quand j'avais je crois 10 ans, on était allé avec des copains à Makepe voler des oranges dans un champ. Parce que vous voyez Makepe maintenant, c'est une belle ville avec des immeubles. Avant, c'était pas comme ça. Il y avait des arbres partout à certains endroits. Donc on était dans un champ avec des copains pour s'amuser. Et je vois des gars qui commencent à fuir partout. Avant de réaliser qu'on est en train de nous attraper, de nous poursuivre comme on m'avait attrapé. Boum. On m'a amené dans une maison. J'étais tout petit, j'avais 10 ans. Le monsieur m'a ligoté, pieds et mains, pour une histoire de 2 oranges. Je suis resté là toute l'après-midi. En fin de journée, il m'a ramené chez mes parents. Vous imaginez la scène? On vous a foutu une bonne bastonnade. Non, au-delà de ça. On vient cogner à la porte, toc, toc, toc. Oui, bonjour. Parents ouvrent la porte. On voit un monsieur qu'on ne connaît pas. Et on voit un petit enfant à côté, attaché. Votre fils est venu voler des oranges dans notre champ. Et faites très attention, madame, parce que c'était ma grand-mère en plus. Ma mère n'était pas là. Parce que cet enfant, s'il continue comme ça, il est foutu, quoi. Donc oui, quand j'étais petit, j'ai fait des gaffes comme celle-là, qui si c'était à refaire, je ne referais bien évidemment pas. Oui, ce sont des épisodes comme cela. Ah d'accord. Et aujourd'hui, avec quel membre de votre famille êtes-vous le plus proche? J'étais très très proche de ma mère, très proche, qui est décédée il y a 2 ans maintenant, un peu moins de 2 ans. Je suis très proche naturellement de mon épouse. Oui. Mais à part ce lien-là, je dirais que je suis très proche de ma sœur aînée aussi. Maintenant, si on prend juste l'aspect avec votre maman, de son vivant, est-ce qu'elle a apporté un réel impact dans votre vie personnelle, tant professionnelle?
Je crois que je suis le fruit de l'éducation de ma mère. Parce que j'étais vraiment le genre d'enfant très, très proche de sa mère. De sa mère. Je ne lui cachais rien et elle ne me cachait rien. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup façonné, qui m'a beaucoup aidé justement à croire en moi, à croire que je pouvais faire des choses, même quand tout autour de moi semblait fermé. Je crois qu'elle a été l'une des personnes qui m'a fait croire et comprendre qu'on pouvait vraiment tout dans la vie. Ma mère vient d'un milieu ultra modeste, d'une famille très pauvre, et pourtant elle est parvenue à atteindre des sommets dans son domaine. Et donc avec elle, j'ai appris qu'on pouvait rêver, que le départ ne conditionne pas l'arrivée, et que chacun peut écrire son trajet. Et à son décès, comment est-ce que vous avez su ou comment est-ce que vous avez pu surmonter cette dure épreuve? Je ne sais pas si c'est déjà surmonté. J'en ai Ouais. encore des traces. Chaque fois que j'y pense, j'ai encore beaucoup de mélancolie. Donc c'est bien la preuve que c'est encore quelque chose qui... Ça fait beaucoup moins mal maintenant qu'il y a peut-être 1 an. Mais non, je ne pense pas que j'ai terminé de faire mon deuil. Mais c'est sûr que voir mes enfants a été une grande source d'encouragement parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas baisser les bras. Parce que Tout à si je fait. baissais les bras, qu'est-ce qui leur resterait? Et donc, à cause d'eux et de mon épouse aussi, j'ai continué de me battre. Et peut-être même que je me suis battu plus qu'avant. Parce que justement, certains de nos amis m'ont fait comprendre que c'est bizarre. Ils m'ont dit que depuis que ta mère est partie, tu es devenu quelqu'un d'autre en fait. Et c'est peut-être vrai. Parce que depuis qu'elle est partie, je suis un peu en mode, je n'ai plus rien à perdre en fait. Il faut y aller à fond. D'accord. Monsieur Simo, dites-nous à quel âge vous découvrez l'acte sexuel? J'étais un brigand, moi. 16 ans, je pense. Avant? Ouais. Et je pense qu'à l'époque, j'étais déjà tardif. Et si je vous demandais de revenir il y a 16 ans, comment est-ce que vous allez À me 16 ans décrire? ou il y a Oui, 16 ans? À 16 ans, Ouais. voilà. Comment est-ce que vous allez me raconter step by step? Oh, c'était plus un accident qu'autre chose en réalité. C'était D'accord. pas quelque chose de, c'était pas quelque chose de fondamentalement. On va dire que ça a commencé comme un jeu, simplement un jeu entre camarades, et un jeu qui a fini par aller beaucoup trop loin. Ok, donc ça veut dire que la fille en question, vous avez dragué, comme on dit, au Pas tant préalable que ça, avant justement, de... puisque c'était, comme je dis, c'était pas vraiment, puisque c'est parti d'un jeu, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de préparé, de prémédité, pas du tout. C'était plus un jeu qui allait trop loin. D'accord. Et aujourd'hui, on voit l'alliance sur votre doigt. Dites-nous comment est-ce que vous parvenez à maintenir l'épanouissement dans votre couple? Ah, je ne sais pas si ma femme pourrait dire que je le maintiens. Ah bon? C'est à elle de répondre à ça. Non, je travaille beaucoup, il faut être totalement honnête avec ça. Et c'est pour ça que je suis très, très content d'avoir la femme que j'ai, parce que je sais que la majorité des femmes n'auraient pas accepté de payer ce prix-là. Il m'arrive de partir 2 semaines, 3 semaines à l'étranger et la laisser seule avec 2 petits-enfants à la maison. Non, donc je sais bien que je ne peux pas être là où je suis sans elle. Elle est totalement partie prenante de ce succès-là. Et c'est parce que je pense qu'elle a aussi compris et elle a adhéré à la vision qu'on porte. Mais j'essaie quand même de me discipliner en établissant des rendez-vous phares, par exemple ici. Tous les samedis, par exemple, on sort. On va manger dans un restaurant, ainsi de suite. Donc, si vous me voyez avec une femme dans la ville, ce n'est pas une petite, c'est ma femme. D'accord. Et en général, le dimanche, on sort avec les enfants pour qu'ils voient la ville, ainsi de suite. Donc, et le reste des jours, ils ne me voient quasiment que le soir quand je viens pour dormir. Donc, c'est un équilibre qu'on essaie de trouver pour s'assurer quand même qu'au moins une fois dans la semaine, on marque le coup d'être ensemble. Et le fait de ne pas exposer votre famille sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un choix? Complètement, c'est un choix mûrement réfléchi. Si ce n'était pas investir au pays, vous ne me verriez pas dans les réseaux non plus. D'accord. C'est pour ça que j'essaie de maintenir discret tout ce qui n'a pas sa place sur les réseaux. Et si on vous demandait de changer quelque chose sur vous, qu'est-ce que ce serait? Côté défaut. Oh, dans mes défauts, je suis trop gentil. Ah bon? Oui. Dans quel sens? Dans le sens où je laisse peut-être trop la place à... Je ne sais pas si on va dire que je suis parfois... Je peux donner le sentiment d'être parfois candide ou naïf dans le sens où tout le monde peut me dire non, mais c'est évident que la personne te veut du mal. Bien Et moi, sûr. je dis non. Est-ce que tu as la preuve? Donc vous allez... Je laisse le bénéfice du doute Ok. à tout le monde et parfois un peu trop souvent. Et ce qui donne justement parfois le sentiment aux gens que je suis quelqu'un de qui on peut abuser et autres. Mais bon, ceux qui ont essayé de franchir les lignes ont bien vu que Ça. faut pas... Voilà. Et généralement, quand vous êtes stressé, qu'est-ce que vous faites pour évacuer cela? Je n'ai pas le souvenir d'être stressé. Je ne stresse pas. Donc avec le boulot, Non. avec toutes les pressions qui Jamais. pèsent sur Je vous. ne suis pas quelqu'un qui stresse.
je ne sais pas ce que c'est. Parce que peut-être parce que j'ai une vision tellement grande que pour beaucoup de personnes, je suis au niveau peut-être 2% de tout ce que je dois réaliser. Donc pour moi, quand je vois tout ce que j'ai encore à faire, je ne suis pas au stade où des événements du quotidien me stressent, quoi. Par contre, je sais que quand je suis fatigué ou quand j'ai envie de décompresser, je fais pas mal de sport. Donc j'aime beaucoup courir. Je cours généralement en solitaire et ça me permet d'évacuer les idées et surtout de rafraîchir mon cerveau. Super. Merci, Monsieur Philippe Simon. Merci à vous. Merci Laetitia Sabo de m'avoir fait pleurer sur le plateau, pleurer des rires, je vais dire ça ici. En fait, j'ai beaucoup aimé cette séquence et surtout l'approche. Elle a été magnifique depuis le départ. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir sous quel régime êtes-vous marié, Monsieur Simon? Tu veux dire, vous voulez dire monogamie, polygamie, ce genre de choses? Oui. J'ai marié mon épouse en France. Il n'y a que la monogamie là-bas. Uniquement la monogamie. Il n'y a pas de polygamie. Elle en est France. camerounaise? Non, mon épouse n'est pas camerounaise. D'accord. Vous avez posé la question d'après. Est-ce qu'elle est blanche, c'est ça? Ouais. Honte à toi, Romaric. Comment peux-tu demander? Non, mon épouse est africaine. D'accord. Elle est africaine, noire de peau. C'est comme quand on dit De africaine, Côte on dit le d'Ivoire? Maghreb. Du Maghreb? Non, j'ai dit quand on dit Ok. africaine, on peut aussi D'accord. laisser place au Maghreb. Donc Oui. je confirme qu'elle est africaine et noire de peau. D'accord. Non, elle n'est pas du tout ivoirienne, mais n'entrons pas dans le jeu des devinettes. D'accord. Merci beaucoup, Philippe, merci. On marque une pause tout de suite et maintenant pour prendre notre instant motivation que voici. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ulrich Guégan et je vais partager avec vous quelques clés pourquoi les losers échouent et les gagnants gagnent toujours. Au quotidien, durant les consultations, durant mes journées, durant les formations, j'entends toujours deux types de personnes. Il y a ceux qui te disent, avec très peu, j'ai toujours réussi à faire ceci. Il y a ceux qui te disent, je n'avais pas suffisamment, mais avec le peu que j'avais, j'ai réussi à réaliser ceci. Il y a une deuxième catégorie qui te dira toujours, j'attends toujours que tout soit prêt, j'entends que tout soit parfait, j'entends que tous les voyants soient ouverts, j'entends que le financement arrive, j'entends que tout soit prêt pour que je puisse me lancer. Pourquoi tu attends de lancer ce projet? Pourquoi tu attends d'aller voir cette meuf que tu aimes au coin de la rue? Qu'est-ce que tu attends? J'attends que tout soit prêt, j'attends le jour où j'aurai le meilleur vêtement. Non, les gagnants gagneront toujours. Les gagneurs gagneront toujours et les perdants perdront toujours. Pourquoi? Parce que le perdant va toujours dans sa psychologie trouver les raisons, trouver quelle est la raison qui justifie le fait qu'il ne peut pas passer à l'action maintenant. Quelle est la raison qui justifie le fait qu'il ne peut pas se lancer? Le gagnant trouvera toujours les raisons, même s'il n'est pas prêt, même si tous les voyants ne sont pas ouverts, il va toujours… Quelles sont les plus petites raisons qui peuvent me permettre de me lancer dès maintenant? Pourquoi tu attends pour te lancer dans ce projet? Pourquoi tu attends pour ne pas réaliser ce projet qui te tient à cœur? Pour ne pas dire que je t'aime, dire je t'aime à mes parents, ou à ma famille, ou à mon frère, ou à ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? Que tout soit ouvert? Non. Ça, c'est un comportement de perdant. Donc, si dès aujourd'hui, tu entends ce message, il faut immédiatement passer à l'action. Même si c'est une petite action comme ça, il faut passer à l'action, les amis. Les gagnants gagnent et les perdants perdent. Je m'appelle Ulrich Guégan, le stratège. Alors que nous amorçons la dernière ligne droite de cet entretien avec la séquence perspective, alors Philippe Simon, pour cette dernière partie d'entretien, nous allons échanger avec vous autour du reste de vos projets puisque vous avez commencé à développer en première partie, mais également des autres projets que vous allez éventuellement mettre sur pied, je suppose, et justement votre vision de tous ces projets sur les 5 voire 10 prochaines années. Eh bien, vous parlez de 2 secteurs d'activité tout à l'heure, l'immobilier et l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a que ces 2 secteurs dans lesquels vous vous identifiez ou bien il y a d'autres domaines dans lesquels vous avez investi et vous avez des résultats? Alors attention, là on parle d'investir au pays. C'est une de mes sociétés, ce n'est pas ma seule société. D'accord. J'ai d'autres sociétés, notamment une société dans le domaine de la location de véhicules en France qui s'appelle Carcash. C'est une société dans laquelle on met à la disposition des particuliers des véhicules.
Et aujourd'hui, on a ouvert une gamme luxe dans laquelle on met à la disposition des particuliers des véhicules VIP. Donc, c'est une autre de nos activités que l'on a. Et puis, on a d'autres sociétés encore dans d'autres domaines. Donc, il n'y a pas qu'Investir au pays. C'est avec ça que je suis connu. Donc, c'est ce que je promeux dans les réseaux. Mais il y a d'autres sociétés qui bénéficient forcément de l'aura d'Investir au pays. Mais pour revenir donc à ça, notre principale mission, c'est de redonner la confiance à la diaspora en Afrique. Investir au pays a pour but d'être l'interlocuteur de confiance au travers duquel la diaspora peut investir ici sereinement. Si quelqu'un veut acheter un terrain, Investir au pays veut être la personne qui va lui trouver un terrain et lui faire signer un contrat en bonne et due forme. Si quelqu'un veut construire, on veut être la société qui va construire pour lui. Si quelqu'un veut se lancer dans l'agribusiness, faire une étude de marché, on veut être l'interlocuteur qui va faire que la diaspora est quelqu'un de compétent, quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui, justement, va lui éviter toute forme d'arnaque. Oui, mais sur le plan, par exemple, de l'achat des terrains, s'il faut faire, comment réussir à faire confiance et à investir au pays sans être arnaqué? Alors, nous-mêmes, l'un de nos gros pôles de confiance, c'est qu'Investir au pays est d'abord une société qui est basée en France. C'est-à-dire que les activités qu'on fait en Afrique, si on arnaque quelqu'un ici, nous porte plainte en France. Parce qu'à la limite, on peut dire qu'on a peut-être peur de la justice au Cameroun. Mais en France, on sait que la justice est transparente. Si tu voles, tu payes. Et en se mettant sur les deux continents, justement, on établit un gage de confiance qu'aucune autre société n'a ici. Est-ce que vous facilitez l'accès aux personnes qui achètent le terrain ici d'avoir les titres fonciers et tout ce qui Oui, va on fait avec, toutes les étapes. en bonne et due forme? En bonne et due forme, on fait toutes les étapes. De sorte que quand vous avez votre terrain investi au pays, vous n'avez pas de problème. Tout à fait. Vous n'avez pas un autre problème après. Tout à fait. On vérifie tous les terrains que l'on vend. On a même des gens qui vendent leur maison. Donc, on vérifie tous les documents de toutes ces personnes. On fait tous les contrats qu'il faut proprement pour que toute personne qui achète avec nous n'ait aucun problème. Attention, nous-mêmes, on achète des terrains. Dans quelques mois, on va vous présenter des projets de ville qu'on veut faire au Cameroun. On est en train de travailler sur un domaine de 200 hectares où on veut créer une ville futuriste. Nickel. On en parlera dans quelques mois. D'accord. Alors, puisqu'on parle du futur et vu que votre structure est bien partie pour être très, très rayonnante en Afrique, quel est l'avenir, d'après vous, de l'Afrique dans 10 ans? Comment voyez-vous le continent dans 10 ans? Je pense que c'est le moment pour se positionner dans les futurs milliardaires du continent. C'est maintenant. Dans 10 ans, ce sera tard. Donc, je pense vraiment. Vous savez, parfois, je disais souvent à ma mère, quand les gens achetaient les terrains à quoi, tu étais où? Quand les gens achetaient les terrains à Bonaposo, tu étais où? Et je me suis dit un jour, il ne faut pas que mes enfants me posent la question. Je me suis dit, quand les gens investissaient en Afrique, tu étais où? Donc, je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut se lancer dans les domaines et devenir un des leaders. Parce que quand tu deviens des leaders dans un domaine, dans un continent qui est en train de croître, les perspectives de croissance sont exponentielles. Donc, je crois que c'est vraiment maintenant que les uns et les autres doivent se positionner pour pouvoir demain. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, il faut bien qu'on comprenne que l'Afrique va se développer. Le problème, c'est avec qui? L'Afrique va se développer, mais ce seront les Chinois. L'Afrique va se développer, ce seront des Polonais, des Anglais. Tous viennent ici. Et les Africains vont être là, ils regardent. Ce sera comme la partie en Afrique du Sud. Le pays est un peu développé, mais il n'y a que des Blancs qui ont les principales richesses. Et si on s'amuse, c'est ce qu'on va avoir ici. Donc, nos pays vont se développer, mais les Africains vont subir ce développement-là. Et donc, nous, on veut dire non, stop. Lèvons-nous, prenons les meilleures places et que nos partenaires et amis viennent pour nous accompagner, mais soyons les boss chez nous. Alors, Monsieur Philippe, je vous souhaite que du succès dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Merci. Alors, du succès, nous vous en souhaitons également. Mais une autre question me taraude l'esprit. Qu'est-ce que vous allez faire de tous les projets que vous avez en ce moment? Qu'allez-vous faire quelle est la vision que vous souhaitez donner à tous ces projets dans 5 voire 10 ans? Comment voyez-vous, par exemple, investir au Cameroun dans 5 ans? Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être un peu choquer. Nous sommes extrêmement ambitieux. Et nous, chez Investir au pays, on a très mal quand on voit à quel point en Afrique, on adulte des personnes comme étant fortunées alors qu'elles ne seront pas fortunées. Quand on voit ceux qui sont considérés comme les plus riches de nos pays, et qu'on les compare à la richesse internationale, ils ne sont même pas à la maternelle. Et pour nous, ici, ce sont des demi-dieux. Bon, vous ne parlez pas de Dangote quand même? Non, Dangote, il n'est pas dans ce game, justement. Parce que Dangote, quand on voit comment il fait du business, Dangote a une vision africaine. Et c'est le problème de beaucoup de nos business, c'est que même nos milliardaires, ils restent uniquement dans un pays. Vous avez bien vu que Dangote est en train de quadriller tout le continent. Tout le continent. Et c'est ce qu'il faut faire. On a un continent riche. Donc nous, investir au pays, on a commencé au Cameroun, ensuite en Côte d'Ivoire, mais on va poursuivre au Sénégal, au Nigeria, au Bénin, au Togo. On veut quadriller toute l'Afrique pour que toute diaspora, où qu'elle soit, si elle veut faire un projet en Afrique, il y a un seul acteur incontournable, investir au pays. C'est ça C'est clairement notre objectif. vision. Et dans les 10 prochaines années, on veut être implanté dans plus de 40 pays. Donc les débuts là, pour nous, c'est vraiment un endroit où on est en train de prendre nos marques
pour après scaler le business. C'est une holding que vous voulez créer? Oui, bien sûr. Totalement. Bien sûr. Avec d'autres activités qui vont rejoindre encore Oui. Celles que vous avez déjà? Tout à fait. D'accord. On va sortir de cet entretien justement avec quelques questions majeures. Philippe Simon est-il déjà milliardaire? Waouh, ok. Je suis très pudique sur les chiffres. Est-ce qu'il y a des jokers ici? S'il y a un joker, je le prends bien. Non, pour être totalement transparent, nos sociétés ont dépassé le milliard en chiffre d'affaires. Oui. D'accord. En chiffre d'affaires, vos sociétés ont traversé le milliard. Oui. Par Et contre, si on comprend comment on valorise une société, alors on a des sociétés qui valent plusieurs milliards. de manière chiffrée dans votre compte bancaire, dans vos comptes bancaires. Ça implique ma femme. Je ne lui ai pas demandé si je pouvais parler de ça. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas donner ce chiffre. Alors, si vous ne l'êtes pas, est-ce que vous êtes bientôt en voie de l'être? Non, je ne peux pas parler de cette partie-là parce que fondamentalement, ce n'est pas utile. Je pense que ce qui est important, c'est ce que l'on veut que les gens voient qu'on peut faire et justement éviter d'attirer la lumière sur nous en tant qu'individu. Par contre, malgré tout cela, vous continuez de rester modeste. Oui, parce que je viens d'un milieu pauvre. Je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas quelles sont les valeurs qu'on m'a apprises. Et je ne pense pas qu'on a un stade où il faut pouvoir commencer à... En fait, moi, je pars du principe que quand tu achètes une Ferrari, il faut que ça représente 1% de ce que tu as. Aujourd'hui, acheter une Ferrari, oui, je peux. Mais ça ne représente pas 1% de ce que j'ai. Donc, ce n'est pas le moment. D'accord. Alors, c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien en vous disant merci beaucoup d'être venu, Philippe. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais je devais oublier un sacré principe ici chez nous, c'est celui d'un dernier mot. OK. S'il vous fallait donner 4 clés pour le succès de tous les Africains qui sont dans la diaspora et qui souhaitent revenir sur le continent, quelles seront ces clés, d'après vous? OK. La première chose que j'ai envie de dire, c'est si vous voulez investir en Afrique, ayez une vision. Ne venez pas par suivisme. Ne venez pas parce qu'on vous a dit que l'Afrique, c'est the place to be et vous y allez pour mettre votre argent. Non, ayez une vraie vision, un vrai projet. Comme nous, Oui. on est porté par une vision. Donc, on sait où on va aller dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On sait ce qui nous porte. Ensuite, ayez une grande vision. Parce qu'on ne dit pas avoir une vision du quartier. Ayez vraiment une grande vision. Oui. Voyez gros. Ne voyez pas ville, pays. Voyez continent au minimum. Et voyez monde, pourquoi pas. Une fois que vous avez cette vision-là, la deuxième chose que vous devez avoir à cette vision-là, c'est transformer-la en objectif. Beaucoup de gens ont la vision dans leur vie d'être des personnes qui vont changer le pays. Mais tant que vous ne transformez pas votre vision en objectif, vous avez juste un rêve. Une vision doit être transformée en objectif. Oui. Et le troisième conseil que je voulais donner, c'est une fois que vous avez dans vos objectifs, transformez-les en plan d'action. Rêve, objectif, plan. Une fois que vous avez vos plans au quotidien, assurez-vous que vous travaillez pour les atteindre. Parce que la décorrélation que je constate chez beaucoup de gens, c'est qu'il y a des gens qui ont de grandes visions, mais ce qu'ils font au quotidien, en réalité, les éloigne de cette vision-là. Et ils se retrouvent 10 ans plus tard à se dire « Oh, mais je veux rentrer en Afrique ». On a des papas comme ça en Europe qui, depuis 40 ans, disent qu'ils vont rentrer en Afrique. C'est leur vision. Mais dans leur quotidien, ils ont fait des choix qui ont fait que l'Afrique s'est éloignée d'eux progressivement. Donc, si nous voulons aller en Afrique, faisons donc des choix conséquents. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, un des choix que tu peux faire, c'est d'abord acheter un terrain. Parce qu'en achetant un terrain, tu mets un ancrage. Oui. Ensuite, lance un petit business. Ensuite, rentre 2-3 fois par an. Et donc, tu vas poser des actes qui vont en réalité te rapprocher de plus en plus de la grande vision de ta vie. Merci beaucoup Philippe Simon. Ce qu'on retient donc finalement, c'est d'avoir une grande vision, c'est de transformer, de les transformer en objectifs, ensuite de les transformer en plan d'action et naturellement de travailler pour les atteindre. Merci pour ces conseils. Merci Laetitia. Merci Romaric. Merci Raphaël. Merci à vous. Merci à Baudouin Talom qui a chapeauté l'équipe technique pour la production de cette émission. Merci également à toute l'équipe, la maquilleuse et tous ceux qui ont travaillé derrière ce concept. On se retrouve bientôt dans une autre production d'Afro-Entrepreneurs avec un autre bâtisseur du continent qui viendra se raconter autour d'une thématique. Ce soir, nous parlions de comment on réussit à entreprendre au Cameroun quand on est dans la diaspora. J'espère que vous avez tiré de cette émission beaucoup d'éléments qui vous permettront à vous, chers diasporiens, de revenir sur le continent, investir dans nos pays, développer ce que nous avons de plus précieux. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. À très vite.